de camp le plus tôt possible. Donc en fait aujourd'hui la Maison de l'Europe elle est quand même aussi très tournée sur l'émancipation de la jeunesse. Donc on a beaucoup d'actions autour de la mobilité des jeunes, parce que pour nous c'est aussi lié à l'Europe, hein, le fait de bouger un petit peu partout. Et pour l'avoir vécu et pour avoir accompagné dans d'autres métiers énormément de jeunes à partir, on constate en tout cas qu'une fois qu'on a voyagé, qu'on a découvert d'autres structures, d'autres façons de vivre ou d'autres cultures, eh bien on grandit et tous les jeunes qui ont participé aux échanges Erasmus, que vous connaissez tous, eh bien ils en sont enchantés et ils ont pu évoluer et puis eh bien ils s'insèrent socio-professionnellement beaucoup mieux. Et Erasmus on commence à être un programme très vieux, c'est un des seuls programmes européens pour lequel personne n'a un doute et pour lequel tout le monde veut pouvoir continuer à le faire vivre, parce que les gens se recroisent, les gens échangent, les gens échangent des pratiques, et en fait tout ça, ça permet de faire ensemble et d'avancer, pas dans le même sens, c'est pas du tout l'objectif, mais en tout cas de construire un environnement où on se comprend mieux. Et moi ce que je vois aussi, c'est que nos jeunes Français qui partent, ils se rendent compte qu'à l'échelle européenne, il y a des choses aussi très intéressantes à ramener aussi pour pouvoir nourrir notre territoire et faire en sorte que les langues ou nos villages ici puissent évoluer en s'appuyant aussi sur les pratiques des autres pays. Donc je vais m'en arrêter là parce que là j'ai essayé de meubler, mais je meuble plutôt bien. Tu dis que tu es bien. Voilà. Et alors quand même pourquoi cette conférence, et merci d'être présent parce que c'est quand même pas anodin. C'est que le mois de mai, c'est un mois qui est réservé quand même à la célébration du joli mois de l'Europe. Le conseil régional, le conseil départemental et évidemment toutes les institutions européennes nous poussent à célébrer ce mois-là, puisqu'il y a le 9 mai, la déclaration Schuman, c'est pas anodin. Donc en fait, tous les pays européens, on célèbre cette journée et ce mois-là. La Maison de l'Europe appartient à un réseau des maisons de l'Europe. On est 50 à peu près aujourd'hui en France et dans les dom-toms. Et donc aujourd'hui, toutes les maisons de l'Europe sont en mode animation sur les territoires, à Paris, à Strasbourg, à Nantes, Metz, enfin. Et on organise soit des conférences, soit des jeux, etc. Mais l'idée, c'est d'amener un peu l'Europe au plus près des citoyens, parce que des fois, c'est vrai qu'elle nous semble bien loin, cette Europe. Tout à fait. Voilà. Et cette année, on a décidé de travailler avec le comité de jumelage de Saint-Paul-et-Dax. Bon, d'une part parce qu'on se connaît, Cécilia et moi, depuis très longtemps. Et on aurait dû, c'était pour le faire l'année dernière d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. C'est un projet qu'on devait faire l'année dernière et finalement on a récalé à cette année. Voilà. Et toutes les deux, on appartient aussi à un autre réseau qui s'appelle celui des comités de jumelage de Nouvelle-Aquitaine. Moi j'en suis vice-présidente, toi tu es... Conseil d'administration. Voilà. Donc c'est aussi pour nous l'idée de parler d'Europe, de parler des jumelages et de faire ensemble. On est accueillis par la mairie aussi de Saint-Paul-et-Dax et voilà, qui est mobilisée aussi sur ces questions-là. Donc en tout cas, merci d'être présent. Je te laisse prendre la suite, Cécilia. Tu as presque tout dit, simplement je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissaient pas. Donc je suis la présidente du comité de jumelage de Saint-Paul-et-Dax. On est jumelé avec Caldes de Montbui, c'est une ville qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Barcelone, en Espagne, Catalogne. Donc c'est vrai que nous, on est jumelés depuis 2012 et notre intérêt aussi c'est de promouvoir les échanges entre nos deux villes et bien entendu à l'échelle aussi européenne. Aujourd'hui, nous avons eu aussi ce projet de parler d'Erasmus, une fois de plus, comme vient de dire Séverine, parce que l'Europe est au cœur aujourd'hui de nos discussions, vous entendez partout, à la radio, à la télé, dans tous les médias. L'Europe, quand même, il faut qu'on s'unisse, elle ne peut pas être en danger, donc c'est le moment aussi de se dire qu'on doit participer à cette construction ou reconstruction pour être plus fort. Aujourd'hui, cette exposition, parce qu'après pour les personnes qui ne l'ont pas vue, je vous le dis en 2 mots rapidement pour ne pas retarder beaucoup trop. La première partie, elle retrace justement la mobilité des jeunes, pour les inciter à partir. Comme dit Séverine, moi pareil, j'ai une expérience d'un départ pour mes études ailleurs, voilà, de mon pays d'origine, où ça a été riche, on grandit, on est plus fort, on est plus vaillant, et je pense qu'à nos jeunes, il faut leur donner aussi cette force de partir, de s'expatrier, parce que quand on revient plus fort.
de choses et on essayait de faire. La deuxième partie de l'exposition, ça raconte aussi les rencontres qui ont été faites par des jeunes qui sont partis en Erasmus et qui finalement ils sont partis pour des études. Ils sont revenus avec leur bagage, avec leur diplôme, mais également avec un couple. Ils ont fondé des familles et ce sont ces fameux bébés Erasmus qui ce sont les bébés, les ambassadeurs de l'Europe de demain. Voilà. Et sur ça, j'aimerais vous dire merci. Merci à vous tous d'être là. La petite information, la dernière. Demain, j'espère que le climat va nous accompagner. On a, pour clôturer notre semaine de l'Europe, on a le défi des villes jumelles. Ça consiste, c'est faire entre nous tous les 514 km qui séparent Saint-Paul-d'Ax et Caldes-de-Montbui. C'est-à-dire le lac de Christus, pour ceux qui ne connaissent pas, à 2,5 km. Si chacun d'entre nous, on fait un tour, 2 tours, 3 tours, à notre pas, bien entendu, comme on peut, on arrive à sauver les kilomètres. On sera au cabanon du lac demain entre 9h30 et 13h. Venez nombreux pour participer à accomplir les 514 km. Et sur ce, on donne la parole à l'exposition. Après l'exposition, pardon, à la conférence, oui, parce que l'exposition aussi après. En revanche, ne partez pas après tout de suite parce qu'on a un petit verre et un petit tiap ensemble. Hein? Petit tiap. Vous savez que c'est un petit tiap. Okay. Bon. Bon, j'aimerais juste remercier, je le fais maintenant pour ne pas le faire peut-être, déjà les intervenants, Wixi, ils ont été super, on a un contact depuis longtemps, la municipalité de Saint-Paul-d'Ax, qui est représentée aujourd'hui aussi pour des élus qui sont présents, et mais voilà, et je n'ai plus rien à dire. Non, mais on peut déjà, c'est vrai que tu viens de remercier Wixi, mais moi en tant que directrice de la Maison de l'Europe, en remplacement de mon président qui ne devrait pas tarder, c'est quand même remercier toute l'équipe des jeunes, parce que à la Maison de l'Europe, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai qu'on accueille énormément de volontaires européens, énormément de services civiques, et énormément de jeunes qui sont en période de stage pré-professionnalisant, parce que pour nous c'est important, c'est d'accompagner la jeunesse au maximum pour qu'elle puisse s'insérer auprès de la société. Et ils ont conduit 3 conférences cette semaine de manière incroyable, exceptionnelle. Donc je leur avais mis la barre très très haute et je pense qu'ils l'ont même dépassé. Donc en tout cas, bravo. Bravo à vous. En tout cas. Merci de la mais en tout cas, voilà. Ils le méritent. Ils le méritent et surtout ils peuvent montrer comme ça que la jeunesse aussi sait faire les choses correctement et bien. Et en tout cas, félicitations à vous. Et puis, je vous laisse conduire cette conférence avec les intervenants que vous allez présenter, etc. Merci beaucoup, Cécile et Séverine. Voilà, j'espère que tout le monde m'entend bien. Normalement, ça devrait aller. Donc, bonsoir à toutes et tous. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir à la Grange de Christus pour ce temps d'échange citoyen organisé dans le cadre du cycle Pour une Europe qui pèse. On en est maintenant à la 3e conférence et dernière de cette semaine, et non pas des moindres, pour un thème très important, la sécurité, qui nous touche tous et on le voit beaucoup dans les actualités aujourd'hui. Alors que la guerre est de retour sur le continent européen, que les tensions internationales s'intensifient et que la sécurité redevient une préoccupation majeure, une question se pose alors: l'Union européenne est-elle prête à défendre ses intérêts, ses valeurs, ses citoyens? Dispose-t-elle des moyens de sa puissance dans un monde de plus en plus instable? Et surtout, quel rôle peut-elle jouer dans cet équilibre stratégique mondial en mutation? Pour nourrir cette réflexion, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir 4 intervenants de qualité au parcours et aux expertises complémentaires. Donc d'abord, à ma gauche, M. Andrés Torres, diplômé en relations internationales, spécialisé en sécurité internationale. À ma droite, M. Patrick Martin-Jeunier, enseignant à Sciences Po et l'INALCO, spécialiste reconnu des questions européennes. Bonjour. À l'opposé, Mme Romane Vaner, directrice du département Sécurité internationale et Forces armées à l'Institut d'études de géopolitique appliquée. Bonjour. Et enfin, à la droite de mon collègue modérateur, M. François Desvouges, lieutenant-colonel, délégué militaire départemental, adjoint des Landes. Bonjour. Donc pour animer ce débat, nous serons 2 aujourd'hui, moi-même Théo, et en stage à la Maison de l'Europe des Landes Wipsy, et mon acolyte du jour au magnifique prénom Théo, également stagiaire à cette Maison de l'Europe des Landes Wipsy, et on aura le plaisir d'animer à 2 cette belle table ronde en structurant les échanges, en faisant circuler la parole au mieux pour en tirer le meilleur parti. Donc le format qu'on vous propose est interactif. Chaque thème commencera par 1 ou 2 interventions de nos invités, suivi de quelques minutes d'échange entre eux, et après ça sera un moment d'échange avec le public
Donc n'hésitez vraiment pas à poser vos questions, on les attend. On vous encourage à intervenir le plus possible. Vos contributions feront vivre le débat aujourd'hui. Donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à mon collègue qui va introduire notre première séquence sur l'Europe de la défense. Merci Théo. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Un, deux. Tu m'entends? Ok, vous m'entendez bien? Parfait. Merci beaucoup Théo pour cette introduction. Sans plus tarder, nous allons commencer par la première partie, qui est l'Europe de la défense. C'est une formule qu'on peut entendre souvent, qui veut dire beaucoup de choses. C'est assez flou en réalité comme ça. Mais c'est une question qui est posée en réalité à notre société, qui est: est-ce que l'Europe a les capacités d'assurer sa propre défense? Mais comment elle doit assurer sa propre défense? Avec une armée européenne, avec des États membres qui coopèrent davantage sur le plan militaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, l'Europe de la défense? Pour répondre à cette question, je vais donner le micro à Madame. J'espère que ça. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai une voix qui porte, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème de micro. Tout d'abord, je tiens à remercier la Maison de l'Europe des Landes pour me faire intervenir sur un sujet aussi crucial pour l'avenir de la sécurité en Europe. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est un petit peu l'Europe de la défense, et c'est un sujet très vaste en moins de 7 minutes, donc je vais essayer de relever le défi. Aujourd'hui, l'Europe fait face à une multiplication des crises, les tensions en mer de Chine, la guerre en Ukraine, la crise israélo-palestinienne, le Soudan, et j'en passe. Et surtout, la guerre aujourd'hui est devenue multiforme. Il y a la guerre en mer, sur les mers, sur terre, dans les airs, mais également sur les fonds marins. On parle beaucoup de câbles sous-marins, et puis dans l'espace extra-atmosphérique. On parle également de guerre informationnelle, de guerre cognitive. Donc aujourd'hui, l'Europe fait face à cette multitude de crises, et puis une guerre qui est aujourd'hui devenue hybride. Le 24 février 2022 est une date qu'on a toutes dans nos têtes, c'est le réveil géopolitique des Européens. La guerre en Ukraine a été un choc mondial, mais également pour les Européens. C'est la première menace. Et puis le deuxième choc, c'est le retour de Trump début 2025 à la Maison-Blanche, avec un Trump beaucoup plus imprévisible, beaucoup plus vindicatif, qui souffle le chaud, le froid. Nous ne savons pas vraiment quoi écouter, jusqu'où va-t-il aller. Donc c'est un Trump imprévisible qui remet en question les alliances traditionnelles. L'OTAN est aujourd'hui une alliance politique, mais il faut se souvenir que c'est aussi une alliance de cœur, avec la défense de valeurs démocratiques. Et aujourd'hui, avec le retour de Trump, on a d'une autre façon une remise en question des relations avec les partenaires européens. Les Américains ne nous voient plus comme des partenaires, mais plutôt comme des protégés. Nous ne sommes plus des alliés, mais des protégés. On nous demande un partage du fardeau, et ce partage du fardeau, ça ne date pas de Trump, ça date de plusieurs années, mais nous, Européens, nous l'avons oublié. Et c'est un exemple que je prends souvent en conférence. Ce sont des mots d'un sénateur démocrate, non pas républicain, mais démocrate, Mike Mansfield, de 1970 et non pas de 2025, mais je pense que ça va faire écho à ce qui se passe aujourd'hui. Il avait déjà exprimé à l'époque des préoccupations concernant la position de l'Europe vis-à-vis de la défense. Il avait surtout souligné que la situation de sécurité basée sur la présence militaire américaine en Europe était confortable pour les Européens, et que les Européens s'éloignaient plutôt des sujets de défense. Les Européens n'avaient plus conscience des sujets de défense. C'est quelque chose qui revient depuis quelques années, depuis Trump, mais là nous sommes en 1970, et déjà nous avons ce genre de commentaires à notre rencontre. Donc nous avons complètement laissé aux États-Unis la responsabilité de notre défense, et puis des États-Unis à travers l'OTAN. Donc aujourd'hui, avec Trump, nous avons un changement de paradigme, une rupture avec les alliances traditionnelles, et nous avons également un désengagement américain qui nous oblige, nous, Européens, à s'interroger sur la validité du parapluie nucléaire américain. C'est un sujet qui revient très souvent dans l'actualité ces dernières semaines, avec la question de est-ce que la France pourrait reprendre la place américaine. Alors, Emmanuel Macron avait dit dans un célèbre discours en 2020
son discours de l'école de guerre, qu'une partie de nos intérêts vitaux avait une dimension européenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque la dissuasion nucléaire est un sujet qui, pour moi, est très peu traité dans les médias, et les Français, les citoyens français, n'ont pas vraiment connaissance de ce qu'est la dissuasion nucléaire et les conséquences que cela peut avoir pour notre sécurité, mais aussi pour notre sécurité au niveau européen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est mieux? C'est mieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement que nos intérêts vitaux français ont une dimension européenne? Cela veut dire que nous partageons une communauté de destin et que les intérêts vitaux européens peuvent avoir des liens avec les intérêts vitaux français. Alors, c'est quoi un intérêt vital? Eh bien, bonne question. C'est le président de la République. Bon, il est conseillé bien évidemment par ses états-majors et par d'autres conseillers, mais c'est le président de la République qui décide quels sont les intérêts vitaux de la France. Alors, je vais être très concrète. Il n'y a pas d'automatisme. Demain, si, admettons, il y a 100 militaires russes qui franchissent la frontière polonaise, il n'y a pas automatiquement un feu, on n'engage pas le feu nucléaire automatiquement. C'est beaucoup plus ambigu que ça, et c'est ça la dissuasion nucléaire, c'est cette ambiguïté de discours où nous devons rassurer nos partenaires européens, dissuader nos adversaires, mais Emmanuel Macron et dans les médias, nous n'avons pas du tout parlé d'engagement des forces. Nous parlons énormément d'intérêt, mais il n'y a pas vraiment de questions sur les dimensions opératives. J'espère que je suis dans les temps. Au niveau industriel, il faudrait vraiment une montée en puissance de l'industrie européenne. Pour ce qui est de l'Europe de la défense, nous avons fait des progrès depuis certaines années avec le Fonds européen de défense. Et vous avez dû entendre parler dans les médias également de la Pologne, qui aujourd'hui achète coréen, qui achète américain, et donc qui accroît sa dépendance envers des pays extra-européens. Mais aujourd'hui, il est très compliqué pour la Pologne, qui veut s'approvisionner directement, rapidement, d'avoir des offres européennes. Donc, en conclusion, il faut, pour une Europe de la défense, que l'Europe regarde à 360 degrés. En Europe, nous avons plutôt une vision très sectorisée de la menace, donc aujourd'hui de la Russie et de ce qui se passe en Ukraine, mais il faudrait également regarder vers l'Iran, vers la Corée du Nord, vers la Chine. Et puis, il faut avoir une vision stratégique. Aujourd'hui, nous parlons énormément de financement, il y a énormément de sommets, de réunions, mais il faut vraiment une vision stratégique et cela va être très compliqué avec une Europe à 27, avec 27 histoires, cultures différentes, 27 intérêts divergents. Alors peut-être qu'il y aura une Europe de la défense, non pas à 27, mais prenons les 5 puissances européennes, donc Pologne, France, Allemagne, Italie, Espagne peut-être, et puis d'autres États qui seraient susceptibles de nous accompagner. Je pense aux États baltes, je pense à certains États nordiques, peut-être à la Belgique. Donc il faudrait une vision stratégique pour pouvoir avoir déjà une vision à court terme sur ce qui va se passer avec la guerre en Ukraine, avec les États-Unis, mais aussi une vision sur le long terme. Pensez à l'après-Poutine. On pourra en revenir, je passe très vite sur ce sujet. Mais il faut réussir à coordonner cette vision court-termiste et cette vision sur le long terme pour pouvoir penser notre avenir, notre sécurité en Europe. Et puis j'aimerais, avant de lâcher le micro, parler d'un réarmement moral. Le réarmement moral, c'est une notion dont on parle énormément en Europe de l'Est, et notamment dans la zone polo-balte, où il y a vraiment un lien très fort entre l'État et la nation. Alors, nous ne sommes pas des Baltes, les Français ne sont pas des Finlandais ou des Polonais, mais la société civile a connaissance de la menace,
parce qu'elle est tout bonnement sur la ligne de front. Et le lien avec l'État et les armées est beaucoup plus fort que dans notre pays. Et donc, il y a une résilience de la nation face à cette menace. Il y a une peur dans ces populations, mais il n'y a pas du tout une angoisse. Donc cela veut dire qu'ils sont préparés, ils ont la tête froide, il n'y a pas d'angoisse quant à l'avenir, et c'est cette résilience qui les pousse à bâtir toute une architecture de sécurité au sein de leur État. Je vais laisser la parole, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on m'entend. Là, tu l'éteins. C'est vrai que si je l'éteins, ça ne marche pas. Merci beaucoup, Madame Bonheur, c'était très intéressant ce que vous venez de dire. Vous avez notamment parlé de l'ambition quelque part implicite de la France de vouloir remplacer le grand frère américain sur le continent américain, sur le continent européen. Mais est-ce que la France a les moyens de faire ça? Et ça, pour répondre à cette question, je me tourne vers mon colonel et je lui pose simplement la question de quel est le niveau de l'armée française, quel est le nombre d'effectifs et quels sont les engagements de la France dans des missions européennes dans le monde. Merci. Je ne sais pas si vous voyez bien le slide qui est dans mon dos. Vous avez une carte du monde avec les effectifs des militaires français qui sont engagés partout dans le monde. Vous allez vous intéresser essentiellement sur la partie droite, puisque là, le thème c'est l'Europe de la défense, donc on ne va pas parler du reste, on va juste parler de la zone de droite, et vous voyez un peu les effectifs qui sont engagés dans les différentes missions, notamment les missions communes européennes. Je sais pas. Je peux vous dire si... On voit pas très bien, je vais le commenter. Donc aujourd'hui, on a en gros 30 000 militaires français qui sont engagés dans des différentes opérations, qui sont sur la partie gauche, la défense nucléaire, les défenses de souveraineté, notamment dans tous les départements et territoires d'outre-mer. La France détient le deuxième territoire mondial au niveau maritime. Donc c'est un peu des confettis partout sur le monde et il faut bien marquer la présence française. Donc ça prend une partie non négligeable de militaires français. Mais si on regarde sur la partie droite et les missions communes que la France engage, sur la partie européenne, actuellement, aujourd'hui, je l'ai encore actualisé cette semaine, on a différentes missions, donc je vais vous les lister. On a la mission ASPID, qui est dans le détroit d'Ormuz, qui est en fait la protection du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. On a la mission Irini, qui est, elle, en Méditerranée, et qui est pour assurer le blocus vis-à-vis du trafic d'armes au profit de la Libye. Vous avez la mission Atalante, qui est, elle, au large de la Somalie contre la piraterie. Et vous avez la mission Altea, en Bosnie-Herzégovine. Donc, la guerre en Europe ne date pas de 2022, elle date d'un peu d'avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'effondrement de la Yougoslavie et des conflits et la création de différents États qui se tapaient dessus. Donc, on est très présent là-bas et on continue d'être présent. Donc là, c'est simplement un focus sur les missions européennes. Si on fait le total, je crois que ça fait 600 militaires qui sont engagés dans ces missions communes sous l'égide de l'Europe. Et on n'a pas que ça. On en parlera un peu plus tard. On a des missions avec l'OTAN, on a des missions avec l'ONU, et on a beaucoup de missions bilatérales. En fait, l'Europe de la défense, au niveau politique et au niveau organisationnel, pour moi, en tant que militaire, c'est encore un peu une vue de l'esprit. Mais les armées, qu'elles soient françaises ou étrangères, n'ont pas attendu. Et ça fait bien longtemps qu'on collabore de façon bilatérale ou de façon multilatérale avec les différents États européens. Vous êtes, je suppose, pour la plupart de Saint-Paul-les-Dax ou du Point. Dax,
est un pôle de formation de pilotes d'hélicoptères. Ça fait plus de 30 ans qu'on forme des pilotes belges, qu'on forme des pilotes allemands à Dax. Donc voilà, ça c'est une réalité de ou de multilatéralisme dans la formation. Nous avons engagé sur nos opérations purement françaises, alors sous chapeau de l'ONU, sous chapeau de l'OTAN ou autre, des unités étrangères, anglaises, belges, suédoises, géorgiennes et d'autres, un peu partout, là où la France était présente. On a toujours eu, et on continue, on essaye d'associer et de faire venir avec nous d'autres nations étrangères pour qu'elles s'engagent sur des théâtres d'opération aux côtés de la France. Donc on a l'habitude de travailler avec les Belges, on a l'habitude de travailler avec les Allemands depuis très très longtemps. Le corps franco-allemand, je ne sais plus sa genèse, mais ça fait 30 ans ou 40 ans que ça existe. Avec les Anglais, l'entente cordiale, ça fait plus de 100 ans que ça existe, etc., etc., etc. Donc c'est pas nouveau. L'Europe, les forces armées qui collaborent entre elles, ça n'est pas nouveau. Par contre, qu'il y ait un commandement, une volonté politique commune et structurée, ça c'est encore, à mon avis, encore en friche. Et quelque part, le conflit russo-ukrainien est une chance. Parce qu'enfin, les Allemands se sont rendus compte que le parapluie américain, c'était bien, mais ce n'était pas suffisant. Avec un président comme Trump, ils s'aperçoivent que la garantie d'un soutien américain n'est pas forcément inscrite dans le marbre. Les Polonais ont l'histoire leur a montré que l'Europe n'était pas souvent à leur côté. Ils ont été envahis X fois par l'Allemagne ou par la Russie. Donc se tourner vers l'OTAN, c'était salvateur pour eux, et ils sont entrés à fond dès la chute du mur de Berlin. Ils sont engagés à fond dans l'OTAN. Aujourd'hui, ils se rendent bien compte qu'avec le président Trump, cette solution n'est pas pérenne. Donc ils se tournent un peu plus vers l'Europe, et il y a des contrats d'armement, d'achat d'armement vis-à-vis de la France qui sont lancés. Je pourrais en parler encore longtemps, je sais que mon temps de parole est terminé. Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut aller directement à la dernière slide? Je ne sais pas si vous avez un visuel. Donc je vous ai montré un peu ce qui est toujours pareil, ce qui existe. Donc il y a des coopérations dans les programmes d'armement, des programmes majeurs, que ce soit d'avions, d'hélicoptères, de bâtiments, de missiles. C'est la partie gauche. On a eu un peu plus récemment des fonds européens qui ont été débloqués, le Fonds européen de défense, le Fonds européen, la Facilité européenne pour la paix, pardon, et différents ententes, vous les avez sur le slide, pour vous dire que voilà, on avance doucement, en essayant de trouver des synergies communes. Donc tant que c'est économique sur des besoins capacitaires d'équipement, ça se passe plus ou moins bien. C'est toujours plus difficile d'arriver à créer à aboutir sur un programme d'armement quand on a 15 interlocuteurs autour de la table plutôt que 2 ou 1. Donc ça demande des efforts et une certaine synergie. Mais les facilités européennes pour la paix, c'est ce qui finance la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, c'est là-dessus que la France donne des équipements, des missiles, des chars, des avions à l'Ukraine pour le combat. Donc on contribue financièrement à l'Europe, mais on récupère quelque part l'argent qu'on a mis en donnant des équipements. Voilà. Donc c'est une réalité. Vous voyez, c'est pas blanc et noir. Il y a différentes choses qui sont très abouties, comme la coopération avec l'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Belgique. Il y a des choses qui sont très abouties au niveau industriel pour des programmes d'armement, mais en fait, il n'y a pas encore de concertation et de politique commune de défense. Ça reste à construire. Et je pense que la guerre russo-ukrainienne est un bon levier, est un bon accélérateur pour que nos politiques, et notamment via la pression des populations, se concertent et trouvent des accords. Voilà. Merci beaucoup, M. le colonel. Est-ce que dans le public, vous avez des questions? J'arrive tout de suite.
envoyés vers l'Ukraine peuvent manquer à l'armée française dans une éventuelle attaque hypothétique. Est-ce que le stock qui nous reste, en termes d'hélicoptères, de missiles, de canons et autres, semble-t-il suffisant pour... Clairement, on a tiré le trait. Le gouvernement a tiré le bras des armées en baissant drastiquement nos stocks stratégiques, clairement. Mais bon, la guerre, elle n'est pas en France, c'est pas en Allemagne, etc. Donc on a le temps de, et ce qui a initié des politiques et des investissements de réapprovisionnement. Et clairement, oui, le pouvoir politique, et clairement je l'approuve. Au niveau personnel, il fallait aider l'Ukraine. Si je prends un cas très particulier, les canons César, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, oui, on s'est complètement dépoilé, on a perdu une part non négligeable de nos capacités en artillerie parce qu'on a donné à l'Ukraine, et notamment nos stocks d'obus, ce qui a engendré l'ouverture d'une nouvelle usine de fabrication d'obus. Voilà, mais il faut être très lucide. Je veux dire, la capacité annuelle de fabrication de cette usine, c'est ce qui est tiré en 2 mois en Ukraine. Voilà, donc par les Russes. Donc voilà, mais il ne faut pas avoir peur non plus. La guerre, elle n'est pas aux portes ni aux frontières de la France. Et on a notre parapluie propre, qui est la dissuasion nucléaire, qui, si jamais les divisions russes venaient, comme au temps de la guerre froide, à pénétrer plus avant, on a quand même cette capacité de stopper, etc. Donc il ne faut pas avoir peur. On a donné beaucoup, plus que ce qui était raisonnable de donner. Si on voulait simplement se regarder le nombril et avoir le tropisme franco-français, etc., je pense qu'il fallait le faire. Mais clairement, oui, on a baissé nos stocks d'une façon dangereuse par rapport aux ambitions stratégiques. Alors, moi j'ai une question. Régulièrement, avec la Maison d'Europe, on réalise des échanges de jeunes sur la question de la paix, puisque dans le cadre des échanges franco-allemands, d'OFAGE ou du programme Erasmus, c'est toujours une question que les jeunes soulèvent. Et donc, on est amené à traiter les questions qui les mobilisent, et la question de la paix, comment construire la paix. Et souvent, au terme de ces échanges d'une semaine, avec plusieurs nationalités, le constat est un peu amer. C'est-à-dire que construire la paix, de quelle manière, puisque finalement, au bout d'autant de décennies et de siècles, en fait, des guerres, il y en a partout. Et j'ai vu que dans votre dernière slide, il y avait du coup préserver la paix. Donc je serais assez intéressée de savoir ce que ça sous-entend. Si on peut avoir quelques détails que je pourrais leur remettre en plus lors du... Je vais le garder pour la suite de la conférence, parce que c'est un des points qu'on va aborder juste après. Donc je vais garder votre question et puis on pourra l'aborder un peu après, parce que ça fait partie d'un ensemble. Et le sujet est tellement vaste, on ne peut pas aborder tous les points comme ça, pour garder une certaine cohérence. Dernière question. Oui, est-ce que c'est pas un peu exagéré, ou est-ce qu'on se fait pas peur? La Russie venait de gagner la guerre contre l'Ukraine en 8 jours. Ça fait 3 ans, pas longtemps évidemment. Mais voilà, je ne comprends pas trop la politique qui est née, l'idéologie, tout guerre, parce qu'il a été dit tout à l'heure, on savait qu'on se la faire, que de préparer la guerre. Mais peut-être faut-il préparer la guerre pendant la paix, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas, vous pouvez reformuler parce que je n'ai pas bien compris votre question. Non, ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi on a si peur de la Russie que ça. Mais moi. Parce qu'encore une fois, ils devaient battre l'Ukraine en 8 jours, ça fait 3 ans. Alors oui. Oui, effectivement, la Russie devait faire une guerre éclair contre l'Ukraine.
Mais ce qu'on a oublié, c'est que l'Ukraine se réarmait depuis 2014. L'Ukraine se réarmait depuis 2014. Donc effectivement, les Européens et puis les Russes au premier chef étaient plutôt surpris de l'état de l'armée ukrainienne, de la résilience et de l'adaptation des Ukrainiens à l'attaque russe. Alors, votre question, elle est... Je prends la question d'après pour... est-ce qu'on ne nous fait pas peur? C'est une question qui revient énormément en France, mais également en Allemagne, et je dirais plutôt dans l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Sud. Et quand vous allez en Pologne, dans les États baltes, qui eux sont vraiment sur la ligne de front, la question qu'on nous demande en tant que Français ou en tant qu'Allemand, peu importe, c'est comment convaincre les populations françaises, allemandes, que ce qui se passe en Ukraine a une incidence directe chez nous. Eh bien, on n'a pas encore pu leur donner de réponse directe. On n'arrive malheureusement pas à convaincre les populations françaises et allemandes, et puis qui, en général, disent aux autorités publiques qu'on leur fait peur. Alors, il faut voir qu'aujourd'hui, la guerre s'est transformée. Je ne suis pas sûre qu'il va y avoir les Russes demain à nos frontières françaises. Et bien évidemment, il peut y avoir des attaques hybrides contre nos hôpitaux. En fait, aujourd'hui, on peut faire la guerre et tuer un État sans qu'il y ait de chars aux frontières. Vous pouvez déstabiliser tout un appareil d'État en envoyant des attaques cyber contre les hôpitaux. Vous attaquez vraiment le cœur et la résilience d'un État. Il y a aussi la guerre informationnelle avec d'innombrables fake news, de désinformation, où la société civile peut se retourner contre ces institutions. Donc aujourd'hui, la guerre a évolué et vous pouvez battre un État sans qu'il y ait de chars aux frontières. Et il faut voir également que la guerre en Ukraine, alors je ne devrais pas dire guerre en Ukraine, mais guerre de l'Ukraine, puisque Vladimir Poutine a une vision beaucoup plus élargie, ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Ça va au-delà d'une vision d'une époque communiste. Il veut vraiment revenir au monde russe, dans lequel l'Ukraine fait partie. Et au-delà de l'Ukraine, Vladimir Poutine s'attaque aux Occidentaux. Et en premier chef, les Européens. Ouais, j'espère que j'ai répondu à votre question. Cette question est parfaite, parce que ça me permet de faire la transition à la deuxième partie. Est-ce qu'on entend assez fort? Oui, mais je peux parler un tout petit peu plus fort. Est-ce que si je parle comme ça, c'est parfait? C'est mieux. Excellent. Donc on parle de la guerre en Ukraine, parce que la guerre en Ukraine, c'est quelque chose qui a été révélateur dans l'histoire de l'Europe. Et ça, on a pu entendre Mme Damer en parler, on a pu entendre mon colonel en parler. Maintenant, j'aimerais qu'on entende M. Martin Genier nous en parler. Merci beaucoup. Donc, j'ai préparé un petit PowerPoint. Je ne sais pas s'il sera vraiment visible. On peut peut-être le faire défiler. Ah, d'accord, vous n'avez pas récupéré. Donc, excusez-moi, donc vous l'avez en papier. Donc, je vais peut-être récupérer en papier. Excusez-moi. Oui, ça c'est la ruralité, hein, quand les réseaux passent C'est bien, mal. c'est le dernier kilomètre, comme on dit dans l'administration. On ne craint pas la Russie, on n'a plus de raison. Oui, je vais essayer, moi, le temps que vous disiez ça. Voilà, donc, oui, je vous remercie de cette conférence également. C'est vrai que le séisme politique et stratégique, c'était bien évidemment la guerre en Ukraine le 24 février 2022. D'ailleurs, j'étais sur un plateau télé lorsque les premiers chars rentraient en Ukraine. On ne croyait pas. J'avais moi-même alerté en décembre, quelques semaines avant, donc en décembre 2021, qu'il y avait une concentration de troupes à la frontière. On ne l'a jamais cru. Et donc, effectivement, cette guerre a été... Alors, quand on parle de guerre, attention, il faut d'abord parler d'une agression russe en Ukraine. Monsieur l'a très bien rappelé tout à l'heure. Ça devait être terminé en 48 heures. En réalité, les Russes pensaient pouvoir défiler à Kiev avec leurs costumes militaires qu'ils avaient mis dans leur coffre. Ça fait 3 ans que ça dure. C'est loin d'être terminé et ça va durer encore bien plus longtemps. Alors évidemment, cette guerre en Ukraine, à laquelle il faut ajouter l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, vous avez raison de le souligner,
qui a constitué un double séisme politique. Pourquoi? Parce que vous avez vu que Donald Trump, malgré tous les encouragements, les efforts de l'Union européenne, a décidé lui-même, avait-il dit, de faire la paix avec l'Ukraine, avec Vladimir Poutine, par un dialogue direct. Rappelez-vous, son premier mandat, cette conférence à Helsinki qu'il avait tenue avec Donald Trump, les services diplomatiques avaient été exclus, et donc on ne savait pas ce qui s'était dit lors de cette rencontre, et Trump avait estimé que oui, Vladimir Poutine était quelqu'un digne de confiance avec qui on pouvait faire des accords, du business, comme il dit. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et je suis exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. On est en plein cœur de l'actualité, puisque vous savez que Vladimir Poutine a célébré la victoire du 8 mai contre le nazisme, ce qu'on peut comprendre, mais dans un contexte aujourd'hui quand même un peu différent, bien sûr, et donc avec Trump qui voudrait un cessez-le-feu unilatéral de la part de Vladimir Poutine, un cessez-le-feu de 30 jours, et au moment même, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, eh bien, une quinzaine de ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne s'est rendue à Kiev hier, et aujourd'hui même, on a 4 chefs d'État et de gouvernement qui sont à Kiev pour apporter leur soutien à Volodymyr Zelensky. On a le président de la République française, M. Macron, Keir Starmer, Premier ministre britannique, le nouveau chancelier Friedrich Merz qui lui y est, et enfin Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui sont là-bas pour bien montrer que l'Europe est présente et reste présente. Alors, donc le défi est d'autant plus important que cette guerre a montré, et je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, que l'Europe était très faible. Moi, je suis assez réservé sur la notion d'Europe de la défense, parce qu'en réalité, évidemment qu'il y a une politique étrangère et de sécurité commune, mais il n'y a pas aujourd'hui d'Europe de la défense. Il y a un réflexe aujourd'hui sur les enjeux stratégiques de l'Europe. On s'aperçoit que nous sommes fragiles et que finalement Trump nous rend service. On n'aime pas Trump, mais il est en train de nous rendre service parce qu'il est en train de dire « je ne vous défendrai pas éternellement, vous devez prendre en main votre défense ». Vous citiez tout à l'heure la Pologne, vous avez raison, la Pologne aujourd'hui va devenir la première armée européenne avec entre 4 et 5% du PIB consacré à la défense nationale, ce qui est quand même considérable. Il y a une prise de conscience que l'Europe est fragile et que nous devons aller plus avant sur le chemin de l'Europe de la défense. Emmanuel Macron a beaucoup utilisé cette expression, et après un peu moins, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui au final que la Pologne achète des F-35, l'Allemagne achète des F-35, la Belgique récemment achète des F-35, bonjour l'Europe de la défense, quand on n'achète que des avions américains. Je ne veux pas dire que l'industrie française n'est pas performante, au contraire. Dassault Industrie est extrêmement performant, nous exportons énormément ailleurs, en Arabie Saoudite, en Inde par exemple. Un Mirage français, a priori, vient de se faire descendre par le Pakistan. Mais en effet, l'industrie française aérienne est très bien. Mais voilà, cela est un réflexe. Oui, nous devons consacrer plus de prise de conscience de la défense nationale. Parmi vous, beaucoup ont fait leur service militaire. À cette table, je pense que je suis à peu près le seul à l'avoir fait. Mais, je ne parle pas du colonel, même qui est dans l'armée. Mais voilà, il y avait quelque chose d'important. Vous parliez, madame, tout à l'heure de réarmement moral, ça me paraît tout à fait important, parce que je pense, oui, que les jeunes aujourd'hui, notamment en France, sont conscients qu'il y a un risque. Et beaucoup, il y a eu des sondages, ont montré qu'il fallait peut-être se consacrer un peu à cette défense, une réflexion stratégique sur notre défense. Bon, moi, avoir fait l'armée un an, c'était peut-être un peu trop, mais je pense qu'effectivement, le réarmement moral passe par aussi une prise de conscience, une réappropriation par les jeunes des enjeux de sécurité. Je ne sais pas dans quel pays c'est, mais au Danemark ou aux Pays-Bas, où la Première ministre a décidé que tout le monde doit faire un service militaire, les hommes comme les femmes. Parce qu'effectivement, quand un pays est en danger, tout le monde doit pouvoir y consacrer. Regardez, en Israël, les femmes comme les hommes font un service militaire dans un environnement hostile, ça paraît tout à fait important. Donc l'Ukraine, oui, c'est une plaie en plein cœur de l'Europe. Nous pensions que la paix serait éternellement en Europe. Depuis un ouvrage qu'avait écrit Francis Fukuyama, qui est l'historien américain, qui avait dit que c'était la fin de l'histoire, la chute du communisme, etc. Tout va bien. Et on assiste aujourd'hui à un retour des dictatures, un retour en force, de la force en fin de compte, purement la force militaire. On a l'impression que le système issu des Nations Unies est complètement caduc et que seule la force compte. Ce système qui avait été mis en place par les Nations Unies
mais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit bien effectivement qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement difficile. Est-ce que l'Europe est capable de faire face à cela? Encore une fois, je dis que oui, il y a des réflexes, on en parlera peut-être tout de suite après. L'Europe a pris conscience que nous étions en effet fragile, qu'il fallait relancer cette réflexion sur l'Europe de la défense. Et on a de la chance aujourd'hui parce qu'on a un président de la République qui vient de signer un accord extrêmement précieux hier à Nancy avec le Premier ministre polonais. Il a signé un traité de sécurité et de défense. On n'avait jamais vu ça jusqu'à présent. Hein, c'est-à-dire que sous le général de Gaulle, et même jusqu'à Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, et puis même, eh bien, on avait dit effectivement la dissuasion nucléaire est essentiellement, exclusivement française. Et aujourd'hui, on a un président de la République en accord avec le nouveau chancelier Friedrich Merz, qui commence à dire que la dissuasion française pourrait éventuellement être étendue, non pas partagée, attention, mais être étendue à d'autres États. Vous parliez tout à l'heure des intérêts vitaux de la France. Ils sont où nos intérêts vitaux? Est-ce que c'est uniquement lorsque la France va être attaquée ou est-ce que c'est la Pologne ou l'Allemagne? Et donc là-dessus, c'est effectivement quelque chose de fondamental. Moi, je pense que l'Europe n'a pas été assez réactive comme les États-Unis. Non pas en 2022, nous aurions dû être réactifs en 2014, lorsque la Crimée a été quasiment annexée. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce que nous prépare Donald Trump, il est en train de dire qu'en fin de compte, il faut que la Crimée redevienne russe et il faut que les territoires de l'Est de l'Ukraine soient partagés et les lignes de frontières soient effectivement figées. Donc aujourd'hui, on en est là. Et donc, je pense que l'avantage de Trump, pour avancer, pour ne pas trop monopoliser la parole, c'est effectivement de nous dire, vous, Européens, vous devez vous mobiliser pour augmenter vos dépenses d'armement. Non pas pour préparer la guerre, je n'aime pas trop cette expression, mais pour préparer la paix, justement, et pour faire face à cette préparation dans les esprits. Donc l'Union européenne, naturellement, n'est pas une fédération d'États, c'est une confédération, c'est une Europe intergouvernementale. La compétence en matière de défense, eh bien, c'est de chaque État. Mais aujourd'hui, moi, je suis très encouragé, très content de voir ce traité qui a été signé à Nancy hier avec le Premier ministre polonais. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de clause mutuelle de sécurité et d'assistance mutuelle en cas d'attaque. Ce qui veut dire que même en dehors de l'OTAN, si on lit, moi je suis juriste, si je lis les termes, eh bien, si la Pologne devait être attaquée un jour par la Russie, eh bien, la France pourrait être présente à travers de son arme nucléaire. Maintenant, c'est un problème politique général. Il faudra bien que le Parlement en soit saisi, mais je crois que c'est important à ce niveau-là. Et aujourd'hui, on voit bien que, encore une fois, là, les 5, Keir Starmer, pas dans l'Union européenne, mais quand même quelqu'un d'important en matière stratégique, Friedrich Merz. Moi, j'étais à Berlin pour les élections. Et les Allemands sont très preneurs d'une relance de la coopération européenne. J'ai eu la chance de rencontrer l'ambassadeur français à Berlin. On a beaucoup discuté. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron et Friedrich Merz, le nouveau chancelier, pensent à relancer la coopération à ce niveau-là. Donc je dirais que, pour terminer, oui, il y a une opportunité aujourd'hui que nous puissions relancer cette thématique. Et pour moi, une défense européenne, ça va passer d'abord par une meilleure coopération en matière d'armement nucléaire. Hein, c'est-à-dire que nous avons tous nos champions nationaux. On a Dassault, eux, ils ont d'autres industries, etc. Il faudra bien que sur des projets, pas uniquement le char de combat ou un avion, mais sur des drones, sur des équipements sophistiqués, nous puissions avoir une vraie coopération pour relancer l'Europe de la défense. Donc oui, l'Ukraine a été une plaie terrible, une fracture en Europe, mais je pense que désormais, on a pris conscience que nous pouvons effectivement rebondir et prendre en charge notre défense européenne à l'avenir. Merci. Merci. 1, 2. Ça prend toujours du temps. Ouais. 1, 2. C'est pas grave. Hein. Est-ce que vous m'entendez bien? Personne ne peut m'entendre. 1, 2. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Martin Génier. L'Union européenne, les États membres de l'Union européenne ont agi différemment avec l'Ukraine. Et si on veut retourner à une échelle française, nationale, est-ce que, mon colonel, vous pouvez nous dire quels apprentissages la France a fait du conflit de l'Ukraine? Comme je vous le disais, ça y est, ça marche. Comme je vous le disais tout à l'heure, les médias disent le retour de la guerre en Europe. Pour moi, la guerre en Europe, depuis le conflit d'ex-Yougoslavie, il était présent. Mais il y a quand même des dimensions différentes avec le conflit
russo-ukrainien. On a parlé tout à l'heure de la résistance ukrainienne. La première réflexion, le premier enseignement, c'est qu'on a une vraie cohésion nationale ukrainienne, et si les Ukrainiens tiennent, c'est parce que la nation, l'ensemble de la nation, s'oppose aux Russes, et donc fait corps et est prêt à de multiples sacrifices pour tenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième enseignement, c'est que par rapport aux différents conflits de l'ex-Yougoslavie, la guerre russo-ukrainienne, c'est ce qu'on appelle de la guerre de haute intensité, comme on l'a vécu pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, on a vraiment deux nations qui s'opposent et qui engagent, en tout cas pour le parti ukrainien, 100% de ses capacités. Voilà. Donc c'est le retour de la guerre en haute intensité qu'on n'a pas connue en Europe depuis 1945. Où là, vraiment, tout l'effort, toute l'économie, toutes les forces vives de l'État sont là pour s'opposer à un adversaire. Donc c'est deux facteurs qui sont vraiment très différents. Je vais refaire un petit bond en arrière. On en a tiré des enseignements. Vous pouvez mettre la slide suivante. Non, encore suivante. Voilà. Jusqu'à présent, on était dans un contexte où on était en paix, en crise et en guerre. Depuis quelques années maintenant, ça a complètement changé. Et donc le SEMA, on a parlé, je ne sais pas si l'histoire des conflits de zone grise, ça vous dit quelque chose. Enfin, pour pallier à ça et pour le structurer, le SEMA a redéfini cet ensemble en compétition, contestation, affrontement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est en contestation avec les Américains sur les plans commerciaux, avec les Allemands, les Anglais, etc. On peut être en contestation sur certains points, et ce qui explique pourquoi on est déjà quelque part agressé par des cyberattaques russes, chinoises ou autres, ou coréennes, ou je ne sais pas si vous avez suivi dans les médias lors du dernier référendum en Nouvelle-Calédonie, il y a un pays qui a fait une ingérence directe sur la Nouvelle-Calédonie et qui a briefé et structuré les émeutes de Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, vous avez des ingérences de pays qui viennent pour déstabiliser. En Afrique, la Russie est très moteur et a provoqué le retrait de la France dans pas mal de pays africains. Donc on est déjà, non pas dans un état de guerre, mais dans un état de contestation, et l'étape ultime, c'est l'affrontement militaire. Voilà. Mais on est le quotidien, c'est au moins la compétition. Au moins la compétition avec des alliés. Et comme c'est à géométrie variable, hein, jusqu'à présent les crises se faisaient dans 3 domaines, hein, bien sûr la terre, bien sûr la mer, bien sûr la 3D. Maintenant il y a l'espace. Maintenant il y a tout ce qui est informatique, ce qu'on appelle le cyber, et ce que Mme Galler a développé tout à l'heure, l'informationnel, le spectre informationnel. Donc on peut être déstabilisé. On peut venir nous attaquer directement sur les institutions quand on met à plat un hôpital, quand on met à plat différents services de l'État. On peut déstabiliser un pays et vous pouvez après vous emparer du pays sans tirer un coup de feu. C'est ça le but derrière. Donc voilà, on est dans un monde où personne n'est gentil. Même nos alliés peuvent être en compétition avec nous parce qu'ils veulent remporter tel ou tel marché, etc. Voilà, c'est le monde actuel. Je suis très factuel, je regarde le monde aujourd'hui. Donc, face à ça, face aux enseignements de la guerre en Ukraine, le SEMA a défini une politique et des objectifs. On peut peut-être revenir en arrière, ou non, ça doit être la slide d'après, pardon. Voilà. Qui est basé sur un triptyque, voilà, qui est d'une part renforcer la cohésion nationale, donc à travers des actions comme aujourd'hui, où on parle des différents problèmes, etc.
promouvoir une stratégie de défense, qu'elle soit nationale et multinationale, pour avoir un outil dissuasif qui sont en fait les armées. Le but, c'est d'être fort, d'être résilient et de gagner la guerre avant la guerre. C'est-à-dire que si on a le parapluie nucléaire, si on a les muscles au niveau militaire, si on a des institutions résilientes, et si on a une nation comme l'Ukraine qui fait corps avec l'État, l'adversaire en face, le morceau, il commence à devenir un peu dur. Par contre, si on a des fragilités sociales, si on peut essayer de créer des fractures, etc., petit à petit, on déstructure, on affaiblit, et puis après, vous pouvez avancer vos arguments, dire, ben voilà, chez moi c'est mieux, l'herbe est plus verte, le ciel est plus bleu, ben, rejoignez-moi, etc. Donc vous voyez au niveau stratégique, tout ce qu'il faut faire pour... ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est qu'aujourd'hui, la guerre n'est pas une affaire de militaires. La guerre, c'est une affaire de la nation, des citoyens. Chacun doit se sentir concerné par les crises environnantes et ce qui nous attend. Alors c'est un peu plus difficile pour la France parce que la crise est loin, la frontière russo-ukrainienne elle est loin, mais pour les Polonais, pour les pays baltes, c'est une réalité du quotidien. Si je peux me permettre, le président de la République a dit que Kiev c'était qu'à 1000 km de Strasbourg. Donc c'est pas non plus si loin que cela. Voilà. C'est vrai, c'est pas les États baltes, mais c'est quand même voilà, à 1000 km. Et donc finalement c'est aussi en plein cœur de l'Europe. Voilà. Et si, après tout, on va dire, pour nous, le territoire occupé par les Russes, des kilomètres carrés de plaine, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça vaut le coup de se battre et de mourir hein, pour ça? Et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Poutine va s'arrêter là? On peut remonter l'histoire. Hein, la Russie, même du temps de la Grande Catherine II, voulait un débouché sur la mer Noire et sur la Méditerranée. Donc les Chinois le font dans leur périmètre avec Taïwan et les îles qu'ils contestent vis-à-vis du Japon, etc. C'est la même chose. Chaque nation essaye d'agrandir son périmètre parce qu'elle estime que c'est son bon droit et que c'est son périmètre d'influence et d'autorité. Donc voilà, après, on pourrait découler sur une partie politique dans laquelle je ne vais pas m'engager. Mais voilà, il faut regarder derrière les cartes, qu'est-ce que ça entend. En 2014, la Crimée est tombée comme un fruit mûr sous une action d'influence russe et personne n'a bougé. Personne n'a bougé. Et c'est quoi la Crimée après tout? Est-ce que ça vaut le coup d'engager une guerre avec les Russes voilà. Après la Crimée, on a eu en 2022 la poursuite de l'attaque russe. Voilà. Merci beaucoup, mon collègue. Madame Banner, avez-vous une réaction à ce qui vient d'être dit? Oui. Alors, j'aimerais apporter une précision. On parle beaucoup de la Russie et de la Russie de Poutine, mais il faut bien comprendre que notre confrontation, la menace russe, va aller au-delà de Vladimir Poutine. Nous allons aller pour des décennies de déstabilisation avec les Russes, puisque au sein de la société russe, il y a des personnes qui sont contre la guerre en Ukraine, mais qui ne font pas porter leur voix, puisqu'ils sont automatiquement et rapidement réprimandés. Mais par contre, s'il y a bien réprimandé, c'est un euphémisme. Il y a vraiment une forte répression de la part des autorités russes sur sa population. Par contre, il y a un sentiment qui est partagé par la grande majorité de la société russe, c'est ils perçoivent l'Occident comme étant hostile à leurs intérêts. Et ce sentiment, il va perdurer après Vladimir Poutine. Voilà, c'était une petite précision. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Torres, une réaction? Bon, je suis la
d'accord avec la partie que la Russie, on parle que Vladimir Poutine, quand on parle de la Russie, on parle de Vladimir Poutine, mais c'est bien sûr que toute la société qui est à côté de Vladimir Poutine, il y a aussi un sentiment contre l'Occident, contre les pays européens, contre les États-Unis, pour même son histoire. Après 1945, tout ce qui c'est la guerre froide, il y avait tout le sentiment que l'OTAN et que l'Europe s'est rendu. L'expansion même de l'OTAN et de l'Union européenne a devenu à les frontières physiques de la Russie. En 1945, il avait George il a mentionné oui, parlons pas mon français, des fois j'ai oublié mes mots, je ne suis pas français, des fois ça m'arrive. Et voilà, il y a la Russie, l'Union soviétique avait une frontière plus élargie, qui c'était en Pologne, en Bulgarie, etc. Mais l'Union européenne s'était agrandie et arrivait à cette frontière. Aujourd'hui, l'Ukraine a un certain sentiment de vouloir être ajoutée à l'Union européenne, et ça, par la Russie, c'est perçu comme un risque existentiel, parce que son régime et ses visions de comment est-ce que le monde doit être géré, ça fait risque que l'Union européenne continue à s'agrandir. Y a-t-il des questions un peu plus? Autrement, j'ai une question. Parce que. Il y a deux questions là. Trois. La Russie a-t-elle raison d'avoir peur de l'Europe? Première question. Et puis deuxième, je m'imagine russe et l'Ukraine, tout près de chez moi, va entrer dans l'OTAN. Ça veut dire que les Américains, les Européens vont pouvoir mettre des armes. Il faut se dire, oui, on va être écrasés avant qu'on dise, c'est à nous de les écraser avant. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Quand il y a eu le problème à Cuba, je vais dire dans les années 60, les Américains ont dit, si vous dépassez cette ligne-là, ça va mal. Voilà. Donc, les Russes ont une raison d'avoir peur des Européens. Alors, c'est une question qui revient très souvent et on essaye de réfléchir d'un point de vue de l'agresseur et non pas de l'agressé. Mais effectivement, c'est une très bonne question. Alors, ont-ils raison d'avoir peur? Je ne suis pas russe, je ne pourrais pas répondre à la place d'un russe. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je rappelle que l'Ukraine est un État souverain, indépendant, et qui, s'il le veut, peut adhérer à n'importe quelle organisation. L'Union européenne et l'OTAN n'ont forcé la main à personne. Si l'Ukraine veut adhérer à l'Union européenne ou à l'OTAN, c'est bien évidemment parce qu'ils ont la menace russe depuis 2014 et même avant, puisqu'il y a eu la Géorgie en 2008. Donc vous avez des États qui craignent leurs voisins. Alors on parle de l'Ukraine, je vous parle de la Géorgie, je vous parle également de la Moldavie. Ce sont des États quand même qui accourent vers l'organisation, enfin l'alliance militaire, l'OTAN, et puis dans une moindre mesure l'Union européenne. Mais il ne faut pas se mettre d'un point de vue russe. Ils adhèrent à l'Union européenne et à l'OTAN, donc vous voyez bien qu'on est encerclé et donc l'Occident est hostile. Il faut plutôt se mettre de l'autre côté, du côté de ces États qui partagent des frontières avec un pays qui, pour la plupart, se sont fait, enfin, voilà, qui a envahi plusieurs fois. Je parle des États baltes qui se sont fait envahir 2 fois par la Russie. Je peux vous assurer que, allez, c'était dans les années 1990 leur indépendance. Vous allez dans ces États, il y a un très fort ressentiment russe. Ce n'est pas la russophobie, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est une peur viscérale que la Russie revienne. Et puis, parce que pour l'Ukraine, on parle vraiment d'une volonté russe d'écraser la souveraineté et de supprimer un État et une nation. Donc, est-ce que la Russie doit-elle avoir peur des Européens?
Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut également se positionner du côté de l'agressé et non pas du côté de l'agresseur. Excusez-moi, mais je peux compléter la réponse peut-être de madame. Pour être allé en Union soviétique, vous voyez, j'ai un certain âge, et en Russie après, pour différentes missions, je peux vous dire qu'à aucun moment je n'ai senti que les Russes n'avaient peur de l'Occident. Il y a un fort sentiment nationaliste, très 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 fort, qui fait qu'en réalité, même s'il y a des divergences, même s'il y a des gens qui sont contre, eh bien, globalement, les Russes ont toujours soutenu Vladimir Poutine, considérant qu'étant sous la propagande des médias russes, c'était, disons, le nationalisme russe, même s'il y a une déviation du nationalisme russe, c'était le fait que l'Ukraine, en réalité, même s'il y a un débat là-dessus, était née russe avant que d'être ukrainienne. Et donc cette volonté, vous l'avez dit, de Vladimir Poutine, de reconstituer une sorte d'empire ex-soviétique, voire tsariste. Et donc il y a une vraie volonté. Moi qui suis allé à Odessa quand c'était encore russe, soviétique, bon, ben là il y a un vrai sentiment nationaliste, c'est certain, qui n'est pas éteint aujourd'hui, et force est de constater aussi qu'en Crimée, 70% de population russophone, on voit bien qu'aujourd'hui reprendre la Crimée, ce sera quasiment impossible, il faut être réaliste. Donc c'est pour ça que Trump est en train de dire que la Crimée va redevenir dans le giron russe, avec la défaite du droit international. S'agissant de l'adhésion à l'OTAN, on voit bien comment les choses se dessinent aujourd'hui. On dit il faut se mettre du côté de l'agressé, d'accord. Mais jamais Vladimir Poutine n'acceptera que l'Ukraine vienne dans l'OTAN, même si c'est le droit constitutionnel de l'Ukraine. Et puis je m'entends vous dire que même du côté de l'Occident, pas vraiment l'Allemagne non plus, la France non plus, ne souhaite que l'Ukraine soit dans l'OTAN, mais la piste qui s'ouvre aujourd'hui, qui serait bien pour nous peut-être, c'est en contrepartie de dire qu'un jour, pour l'instant, l'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN, mais pourra intégrer l'Union européenne. Et ça, aujourd'hui, on voit bien que Vladimir Poutine ne s'y opposerait pas. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous d'avoir l'Ukraine dans l'Union européenne, car nous avons une clause quand même, l'article 47 du traité, qui dit qu'en cas d'agression d'un pays membre de l'Union européenne, d'autres mettraient leur assistance en service pour aider ce pays. Ce que je veux dire par là, c'est que même si certains n'aiment pas trop cette comparaison, moi je fais la comparaison avec Chypre. Regardez Chypre. Occupée par les Turcs depuis 60 ans maintenant, et donc la partie nord de Chypre, eh bien l'autre partie est dans l'Union européenne et dans l'OTAN, ce qui veut dire qu'un jour je vois bien ce schéma, à savoir une Ukraine qui serait membre de l'Union européenne à terme, même si ça pose des difficultés évidemment, notamment pour les agriculteurs. Je pense ici nous sommes dans les Landes, mais moi je veux dire c'est le département agricole, ça posera des difficultés. Mais l'Ukraine dans l'Union européenne, comme Chypre l'est dans l'Union européenne, ce serait une solution. Et enfin, je parle sous votre contrôle, l'Autriche, traité de 1955, membre de l'Union européenne, mais neutralité d'un point de vue militaire. Donc je pense que ça, c'est une fenêtre d'opportunité, parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il faudrait l'unanimité pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, et ça, il n'y a pas cette unanimité aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je reviens sur votre propos. Je reviens sur le propos que monsieur a tenu en disant qu'il avait déjà ressenti en 2014 le fait qu'il y ait peut-être des émergences au niveau de la Russie qui pourraient effectivement attaquer l'Ukraine. Et là, je me pose la question, effectivement, au niveau de l'Europe, comment se fait-il que si des personnes comme vous, qui avez ressenti effectivement ou avez pu discuter avec d'autres personnes sur ce qui pouvait arriver et ce qui est arrivé, comment se fait-il qu'à ce moment-là, nos trois grands pays, Espagne, France, Allemagne et je ne me rappelle plus le quatrième, se soit autant fait rouler dans la farine. Parce que nous avons quand même des services secrets, nous avons quand même des personnes qui en cybersécurité normalement devraient être, je dirais, au top. Comment nous avons comme ça des attaques, des cyberattaques, où nous ne pouvons pas, d'un autre côté, pouvoir arrêter ou contrôler ces cyberattaques.
Et là, il y a des choses qui me gênent un peu et qui m'échappent. Voilà, c'est cette histoire d'avoir entendu et d'avoir lu à travers pas mal de médias que nous étions effectivement en difficulté, et même les Américains, avec leur pouvoir de services secrets, qui ont quand même aussi peut-être interpellé en disant attention, il se prépare quelque chose. Donc qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'on en arrive là? Écoutez, je serai très rapide, oui. Il faut faire il y a la dimension militaire, la dimension politique, la dimension diplomatique. Vous savez, moi j'ai discuté avec des diplomates. Les diplomates, eh bien, ils ont leur avis, les militaires ont leur avis, bien évidemment, mais il y a aussi les politiques. Et qui décide dans nos démocraties, heureusement, ce sont des politiques. Et il y a toujours cette discordance entre des diagnostics qui sont dressés et l'action. Par exemple, je vous parlais en décembre 2022, les Américains avaient averti les Européens que... décembre 23, pardon, non, 21, puisque la guerre a commencé en février 2022, les Américains avaient averti les Français, les Allemands, les Européens qu'il se préparait quelque chose d'important et qu'on allait envahir l'Ukraine. Eh bien, je ne sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu la dysfonction, on n'a pas... Ou alors les politiques ne souhaitent pas réagir, ne souhaitent pas affronter la population, c'est normal, on est en démocratie, les politiques ont leurs propres responsabilités, et donc nous n'avons pas réagi. Mais à la décharge des Européens, il paraît que même le président Zelensky lui-même ne se doutait pas et n'avait pas cru les Américains. Il dormait tranquillement dans son lit lorsque dans la nuit du 22 au 24 février 2022, les Russes ont envahi l'Ukraine. Donc il y a toujours un temps pour les diplomates, un temps pour les militaires, un temps pour les politiques. Les militaires peuvent dire quelque chose, mais après, qui est-ce qui, au final, prend la décision? Ce sont des politiques. Donc on est dans un système. Regardez par exemple, si je prends tout à fait autre chose, le pogrom qui a eu lieu le 7 octobre 2023 en Israël, les services secrets l'avaient prévu. Les services secrets l'avaient prévu. Et eh bien, il y a eu un temps de latence au niveau des politiques. Et ce village où se tenait cette fête dans le sud d'Israël, eh bien, les autorités israéliennes n'avaient rien fait parce que finalement, les militaires, soit ils n'avaient pas averti, soit les politiques n'avaient pas pris au sérieux l'avertissement de Tzahal. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est à peu près la même chose chez nous, où finalement les politiques n'ont pas pu réagir à ces informations qui étaient très importantes. Et enfin, s'agissant de la Crimée en 2014, il y avait des fameux accords de Minsk qui prévoyaient un cessez-le-feu, qui prévoyaient un éventuel référendum d'autodétermination. Et bien, face au coup de force de Vladimir Poutine, les politiques n'ont pas réagi. Donc c'est ça aujourd'hui, effectivement. La force et la faiblesse de nos démocraties, c'est qu'on ne réagit pas toujours au quart de tour. Alors, si je peux compléter sur ce point, en Europe, il y a bien des dirigeants ou même des diplomates qui ont tiré la sonnette d'alarme, les États baltes, les Polonais, mais qui ont rapidement, qui ne se sont pas sentis écoutés. Et d'ailleurs, ce sont des sujets qui reviennent très souvent quand vous allez dans ces États. Ils ne se sont pas sentis écoutés en 2014. Aujourd'hui, ils voient que les Français, les Allemands prêtent un peu plus l'oreille, puisqu'il y a eu le 24 février 2022. Mais effectivement, madame, vous avez raison, il y a eu peut-être une complaisance, un aveuglement à l'égard de la Russie, à l'égard de Vladimir Poutine. C'était une ère post-soviétique, on voit un homme jeune, parfaitement germanophone, qui séduit. Je me rappelle du discours devant le Parlement allemand. Vladimir Poutine avait séduit les parlementaires et puis l'Allemagne de manière générale. Donc les Européens, je pense vraiment qui s'attendaient à une nouvelle ère, et il y a eu probablement un aveuglement alors que d'autres États à l'Est tiraient la sonnette d'alarme et essayaient de nous ouvrir grand les yeux. Merci beaucoup. Encore une question de commentaire. Oui, alors, je voulais dire, parce que pas forcément de questions, je voulais juste faire une petite remarque. Il me semble que dans les années 90, justement après la chute du mur, vous savez bien que la Union soviétique avait tout ce territoire, parce que c'était quand même un grand territoire,
Il me semble que suite à cette chute, il y a eu des différentes régions dans l'ex-Union soviétique, dans la grande région, qui sont normalisées. Je crois que les Russes en question n'ont pas beaucoup aimé ça. Je pense que c'est quelque chose aussi qui a été gardé dans leur mémoire, quand c'était un grand territoire qui quand même pouvait quand même faire peur au monde. Hein. Je pense qu'ils ont eu quand même cette sensation de perte du pouvoir. Aujourd'hui, Poutine, et voilà, il me semble qu'il souhaite reconquérir ce territoire. Vous êtes bien sûr beaucoup plus fort. Comme monsieur, moi je me dis, j'ai fait mes études à Moscou, j'ai vécu 5 ans, et je m'en souviens d'une Russie qui était forte, une Russie qui était vraiment, qui mangeait le monde, qui se croyait vraiment fort parce qu'ils savaient qu'ils étaient forts. Aujourd'hui, il me semble qu'ils sont peur de cette perte de territoire, cette perte de pouvoir, ils essaient de la reconquérir. Ce qui s'est passé là avec l'Ukraine, je pense qu'eux, ils prétendent le faire aussi ailleurs. Alors, quel est justement notre pouvoir d'arrêter ça, cette envie d'expansion du territoire ou reconquérir le territoire? C'est la même question. Juste avant de répondre à la question, on va écouter la question de monsieur. Est-ce que vous pouvez faire précisément Non, je voulais faire juste une ou plusieurs remarques. Je pense personnellement que l'Europe, d'abord merci à cette organisation aujourd'hui, et merci à vous tous pour tout le travail que vous faites. L'Europe a une véritable carte, me semble-t-il, pour le vieil homme que je suis maintenant à jouer, compte tenu de l'évolution sur le plan géopolitique et géostratégique. Je suis l'activité étant à la retraite maintenant, je connais bien la Russie, je connais bien les États-Unis, j'ai été chef d'entreprise pendant 45 ans. Quand j'entends M. Poutine, et ça répond un peu à la question que posait Madame, dire, avec toutes les caméras branchées, qu'il est le président de la plus grande démocratie qui existe à l'échelle de la planète aujourd'hui, et que le seul but qu'il poursuit, c'est de terminer la guerre contre les nazis. Elle a été gagnée par lui et par lui seul, il l'a dit hier, en 1945. Il a oublié que les forces anglo-saxonnes, les États-Unis, l'Australie, etc. y étaient, non. Et il a oublié de parler du pacte germano-soviétique et de dire qu'il était évidemment associé, M. Staline, avec M. Hitler, pour faire l'élimination des Juifs et envahir le monde. Et il veut avoir la puissance pour conquérir la planète. Et il nous dit depuis 3 ans que la guerre en Ukraine se développe, que son objectif, c'est de détruire la civilisation judéo-chrétienne du monde occidental. Donc pour lui, le plus fort signe réside dans le wokisme. Et là, il retrouve évidemment un interlocuteur de qualité en M. Trump, qui lui a fait volte-face en s'asseyant malheureusement sur tous les traités qui ont été passés avec les États-Unis, qui encore aujourd'hui, heureusement pour nous, sont la première puissance sur le plan économique et militaire. La restructuration et l'armement de l'Europe me paraît tout à fait indispensable, mais l'équation est extrêmement difficile à régler parce qu'il faut le faire avec, à côté, en partenariat avec l'OTAN et non pas contre l'OTAN, car sans cela, nous irions tout droit dans le mur. Voilà. Merci, excusez-moi. Merci beaucoup. Madame, vous n'aviez pas une question, madame? Non. Ah, voilà. Parfait. Parce que nous sommes en train de dépasser le temps. Donc vous voyez sautiller parce que je valide. Mais c'est parfait. C'est parfait parce que. On répond quand même à la question de madame. Comment? On va répondre à la question de madame. Ah oui, bien sûr. Alors, sur votre question, c'était comment l'Europe peut-elle se préparer? C'est bien ça? Où on s'arrête? C'est quelque chose qu'on pouvait peut-être déjà prévoir en sachant que suite à la chute du mur et que tous ces pays qui se sont et régions indépendantisées, Poutine, il avait, pardon de le dire comme ça en français, il avait comme ça
je sais que quelque chose qu'eux, ils n'aimaient pas de perdre ce territoire. Je pense qu'aujourd'hui, son intérêt, c'est de récupérer ce territoire, qui aujourd'hui, pour une partie, sont avec nous dans l'Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre union reste quand même authentique et qu'il ne brise pas? Il ne faut pas qu'il nous brise ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je crois que je suis pas, je comprends pas trop. Qui brise l'union? Ce serait les pays, ce serait la Russie? La Russie est en train d'essayer de récupérer ce territoire. Ah pardon, excusez-moi. Et il ne va pas s'arrêter à, il me semble, ça s'arrête à moi, il ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. Il ne va pas s'arrêter à l'Ukraine. S'il pourrait, il le ferait sans doute avec plaisir, envahir d'autres territoires pour se réapproprier à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Réapproprier à nouveau. Et je rajouterais que les Russes, on parlait tout à l'heure de la population russe, vit dans ce rêve. Oui, bien sûr, ça reprend tout ce que... Une partie nos propos. Oui, une partie, bien sûr. Oui, effectivement, Vladimir Poutine a des visions impérialistes, des visions expansionnistes pour récupérer le monde russe. Donc ça va bien au-delà de l'URSS, ça vient vraiment, vous l'aviez dit, vraiment le monde tsariste, l'Empire russe, l'ancien Empire russe. Que peuvent faire les Européens par rapport à ça? Alors, se préparer pour mieux dissuader. Donc, il faut que nous préparions. Alors, c'est très bien d'augmenter les dépenses allouées à la défense, c'est très bien. Là, pour le RIARM, la Commission européenne a annoncé 800 milliards d'euros. C'est très bien d'augmenter les financements, mais il faut une véritable vision stratégique. Et sans vision stratégique, nous n'irons pas vraiment très loin. Alors, je ne suis pas utopiste, j'aurais aimé vous dire qu'il faudrait une vision à 27. Aujourd'hui, avec tous les intérêts divergents et avec la montée des populismes, je ne vois pas comment on peut avoir une vision coordonnée à 27. Les sujets défense supposent une solidarité. Aujourd'hui, c'est très compliqué quand vous avez des populations qui votent pour des populismes qui mettent en avant des égoïsmes nationaux. Ça va être très compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut une vision à plusieurs. Donc, je parlais des cinq grandes puissances européennes. Donc voilà, France, Pologne, Allemagne, Italie, Espagne, peut-être avec d'autres également. Mais voilà, déjà avoir une vision, c'est déjà très bien. Les augmentations des dépenses, ça va de pair, c'est très bien aussi. Et puis, dernièrement, parler le langage de la force. J'entends beaucoup que l'Europe est faible, que l'Union européenne est faible, mais finalement, à se croire faible, nous le devenons. L'Europe n'est pas faible. Et il faut vraiment qu'on s'approprie le langage de la force, puisque finalement Vladimir Poutine, mais également Donald Trump, c'est le seul langage qu'ils comprennent. J'espère que j'ai répondu à votre question. L'Europe n'est pas faite. Voilà, très bien. C'est une phrase qu'on n'entend pas forcément souvent, mais c'est bon de le rappeler. Surtout quand on commence à voir que l'OTAN, l'alliance qui d'habitude est utilisée pour défendre l'Union européenne, considérée comme un bouclier, comme un parapluie, commence à se fissurer. Est-ce que, M. Torres, vous avez quelque chose à nous dire par rapport à ça? Est-ce que perdre l'OTAN, c'est la perte de l'Europe? Merci Théo, et bon, tout d'abord je voudrais remercier la Maison de l'Europe de l'Amdisbipsi pour avoir cet espace pour dialoguer sur un thème de la sécurité qui est trop important pour l'Europe, mais aussi pour tout le monde. Ce n'est pas juste une situation continentale, mais c'est pour tout le monde. Et bon, oui, je vais aborder la question de l'autonomie stratégique et l'évolution des relations de l'Europe avec l'OTAN. Et pour aborder cette question, je parlerai de 4 sujets. Le premier, c'est une petite présentation de ce que c'est le concept d'autonomie stratégique européenne, pour après faire un résumé de la position de certains pays européens concernant cette autonomie stratégique. Après, bon, je vais aborder des choses qui s'étaient déjà abordées, comme la doctrine de Donald Trump et la version russe. Et finalement, je vais parler un peu de la dimension non militaire de la sécurité, parce que, oui, comme Mme Roman a dit au début, la guerre, c'est hybride et ça prend différents domaines, c'est pas que les soldats au terrain, ils s'affrontent différentes choses.
Pour commencer avec la définition de l'autonomie stratégique européenne, c'est essentiellement que l'Union européenne prenne des décisions indépendantes en matière de politique étrangère, de défense et de sécurité, et agir efficacement sans dépenses excessives à l'égard des acteurs extérieurs, évidemment les États-Unis. Mais il faut être clair que cela n'implique pas de rejeter l'alliance avec l'OTAN ou les autres alliances que l'Europe peut avoir avec les autres pays. Mais il implique plutôt que l'Europe ait non seulement la volonté politique, mais aussi le moyen de défendre ses propres intérêts, de projeter sa stabilité et sa puissance, et de réagir de manière autonome lorsque cela s'avère nécessaire. Toutefois, les pays européens ne sont pas parvenus à un consensus sur la question de savoir s'il fallait ou non s'engager dans cette vision, dans cette stratégie. Et par exemple, je vais commencer avec l'exemple de la France, parce que c'est la France qui est l'origine de l'appel à l'autonomie stratégique. Comme c'était bien mentionné avant, le président Macron a affirmé que l'Europe devait devenir une puissance géopolitique capable de se défendre elle-même. Et bon, il prévient que la dépendance à l'égard des États-Unis n'est plus viable pour l'Europe. Dans cette ligne, l'Allemagne avait longtemps été critiquée pour sa prudence et le sous-financement de son armée dans l'ère de l'après-guerre froide. Mais pas plus tard qu'en mars dernier, le chancelier Friedrich Merz a décidé que c'est le moment que l'Allemagne réinvestit dans son armée. Cette décision, c'est un changement significatif en relation avec la stratégie, mais ça peut arriver à prendre quelques années pour se consolider en armée forte. Aussi, c'était mentionné déjà la Pologne, qui bien sûr c'est le pays qui a pris la voie militaire la plus affirmée en Europe, en investissant de manière significative dans son budget de défense et en achetant les systèmes de la Corée et des États-Unis, par exemple. Mais par contre, sur le plan politique, la Pologne reste sceptique à l'idée d'une autonomie européenne. Il se considère qu'une forte présence américaine au sein de l'OTAN est essentielle pour dissuader la Russie de reproduire les opérations de 1939. La Pologne, elle s'arme parce qu'elle voit la Russie comme un risque existentiel contre son pays, parce qu'il existe déjà une histoire qui savent déjà les attaquer. Autres pays comme le Royaume-Uni ou l'Italie, les Pays-Bas, Belgique, etc., certains autres pays sont généralement favorables d'un côté, d'un point de vue politique, mais ils s'accordent que ils donnent la priorité à la cohérence avec les capacités militaires des États-Unis au sein de l'OTAN. Ça me dit que l'Europe a certaines diversités de points de vue pour le défi central, puisque l'Europe est toujours en transition stratégique. Certaines nations sont prêtes à diriger, comme la France, comme l'Allemagne, comme la Pologne, et des autres à suivre ou rester ambivalentes, comme ça peut être le Royaume-Uni, par exemple. Comme c'était mentionné, aujourd'hui, il y a deux facteurs majeurs qui ont donné une impulsion à la possibilité d'une autonomie stratégique européenne, qui c'est la doctrine Trump et le regain de l'agressivité de la Russie. Il faut mettre les cartes sur la table. Les États-Unis ne sont plus aussi amicaux qu'avant. Sous Donald Trump, la politique étrangère est devenue plus transactionnelle et plus conflictuelle, même avec ses alliés. Nous devons rappeler que Donald Trump est un homme des affaires agressif, mercantiliste et utilitariste, ce qui signifie qu'il cherchera toujours un accord qui lui fera gagner à lui et à son pays. Pour mettre les choses en perspective de la vision de Donald Trump, pas juste avec l'OTAN, mais avec tous ses alliés au monde, c'est ce qu'il a mentionné dans son discours de campagne pour les élections présidentielles, que l'Union européenne profite des États-Unis. Ils ne prennent pas nos produits et pourtant, nous, les États-Unis, prenons le produit partout. Dans un discours similaire, il a mentionné que dans nombreux cas, nos alliés sont pires que nos soi-disant ennemis.
À partir de ce discours, il a commencé à avoir des discours plus agressifs contre le Canada, contre le Mexique, contre l'Europe, des pays traditionnellement alliés avec les États-Unis. Alors, le message de Trump est dur. Les États-Unis ne sont plus disposés, ou dans le cas que Donald Trump reste et sa mission reste dans le gouvernement américain, qu'ils ne sont pas disposés à subventionner la défense européenne. Dans la vieille analogie de la carotte et du bâton, où la carotte est une récompense et le bâton une punition, Trump aime bien le bâton et ne donne pas aucune carotte, pas même à ses amis. Bien que cela est difficile d'entendre, il s'agit également d'un signalet d'alarme. L'Europe pourrait cesser de considérer la sécurité comme un service américain externalisé par l'intermédiaire de l'OTAN, parce que si les États-Unis décident de se replier sur eux-mêmes ou sur une autre crise, par exemple à Taïwan, par exemple en Israël ou à notre partie du Moyen-Orient, l'Europe pourrait se trouver seule, mal préparée et dangereusement dépendante face à une fédération russe de plus en plus agressive. C'était déjà mentionné à plusieurs fois que la Russie revient depuis 2014 avec l'annexion de la Crimée et l'invasion totale de l'Ukraine en 2022. La Russie a clairement montré qu'elle était prête à utiliser la force militaire conventionnelle pour défendre ses intérêts. On avait parlé qu'il y a les moyens hybrides, informationnels, cyberattaques, etc. Mais la Russie a démontré qu'aujourd'hui, ils pourront utiliser la force militaire conventionnelle pour trouver ses intérêts. Et aussi, le Kremlin considère l'intégration européenne, j'avais déjà mentionné cette fois que Moscou trouve que l'intégration européenne et l'élargissement de l'OTAN, ce n'est pas un effort de stabilisation, mais c'est une menace directe pour son sphère d'influence et la survie de son régime. Alors, les calculs stratégiques de Moscou pourraient être façonnés par une hypothèse fondamentale, que l'unité occidentale peut être fragile et la crédibilité militaire de l'OTAN n'est pas garantie. Cette rhétorique russe dépend fréquemment de l'Europe, avec la rhétorique russe dépend fréquemment de l'Europe comme une politique divisée, militairement faible et dépendante de la protection américaine. Du point de vue du Russe, par exemple, le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, les divisions internes entre les États de l'Union européenne sur les dépenses de défense et les priorités changées des États-Unis, comme j'ai mentionné la doctrine de Trump, sont autant d'occasions à saisir. Dans cette raison, les États baltes, la Pologne et même certaines parties de l'Europe du Sud-Est, comme la Moldavie, pourront être confrontés à des menaces accrues si Moscou conclut que l'article 5 de l'OTAN, qui c'est la clause de défense collective de cette organisation, n'est plus crédible en raison de différences internes ou de déclin des capacités militaires. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Ok, oui, je vais conclure. Bon. Mais pour finaliser, je vais mettre le dernier point, que c'était à la partie de la dimension non militaire de la sécurité, pour dire qu'une Europe sûre ne repose pas uniquement sur les décharges et les avions de chasse, mais elle aussi, ça reste depuis ses institutions. Un parti qui est très fort de l'Union européenne en relation à la Russie, en relation aux États-Unis, en relation avec le monde, c'est que ces institutions sont fortes, le Parlement, la Commission, ils ont le pouvoir de faire un soft power pour affronter les crises mondiales. Ils se donnent des normes juridiques. Et bon, c'est un exemple de l'Union européenne, c'est un exemple au niveau mondial de donner des normes mondiales de différents domaines. Merci beaucoup, M. Torres. J'ai trouvé très intéressant ce que vous avez dit par rapport à Trump, notamment qu'il considère que certains de ses alliés sont pires que ses ennemis. Mais mon colonel, est-ce vraiment le cas? Est-ce que la France, au sein de l'OTAN, est-ce que c'est réellement un allié ou pas? Est-ce que l'OTAN, la France sans l'OTAN, ça existe? Est-ce que vous pouvez nous en dire? Heureusement, la France sans l'OTAN, ça existe. Non, la France est un des membres fondateurs de l'OTAN. Et donc,
participe activement, bien sûr, à l'organisation et aux différentes missions de l'OTAN. Si on peut remettre la diapo, on a des missions en cours sous égide de l'OTAN. On a des états-majors et on a aussi des Français qui sont dans des états-majors, notamment aux États-Unis, qui commandent les organes de l'OTAN. Oui, l'OTAN, c'est un traité avant tout à caractère défensif. Donc, ce que met en avant Poutine, et ce qu'il craint, c'est d'avoir un agresseur avec des gros muscles à ses frontières qui pourrait le menacer. Or, le principe de l'OTAN, de l'organisation du traité, n'est pas du tout agressive. Et il faudrait qu'il y ait une volonté commune pour passer outre, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est avant tout un traité de coordination et d'assistance.